Ma femme m'a échangé contre de l'excitation et m'a qualifié de « trop prudent ». Il lui a fallu moins d'un mois pour se mettre à me courir après. J'ai répondu une seule fois, c'est comme ça que les regrets commencent, en général. Puis les choses ont pris une tournure que personne n'attendait. Ma femme m'a quitté un mercredi soir à la mi-septembre, et honnêtement, ce fut la meilleure décision financière que l'un de nous deux ait jamais prise. Elle se tenait là, dans le salon de notre appartement près du parc de la Tête d'Or, 2 valises déjà prêtes, maquillées, comme si elle se rendait à une séance photo. Je suis rentré de mon travail d'analyste principal des risques dans une compagnie d'assurance à la Pardieu, j'ai posé ma mallette près de la porte et j'ai tout de suite su ce qui se passait. L'appartement était trop calme. D'habitude, elle avait la télé allumée ou était au téléphone avec une de ses amies, à discuter des derniers potins relationnels de quelqu'un ou à planifier un autre brunch coûteux. Mais ce soir-là, le silence. Juste elle, debout près du canapé, les mains jointes devant elle. Ses valises étaient positionnées parfaitement, comme si elle avait tout mis en scène. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important », dit Elodie. Sa voix avait ce faux calme que les gens utilisent quand ils ont répété quelque chose de difficile. Les valises la trahissaient en quelque sorte. J'ai desserré ma cravate, je suis passé devant elle pour aller dans la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, puis je suis revenu m'asseoir sur le canapé. « Depuis combien de temps est-ce que c'est prévu ?» Elle cligna des yeux, déstabilisée par mon manque de surprise. « Je pense à ça depuis un moment. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » « Depuis combien de temps prévoyais-tu de partir aujourd'hui, spécifiquement ? » ?»« Environ une semaine, » admit-elle. « Une semaine. » Elle avait dormi à côté de moi, mangé avec moi, fait semblant de vivre normalement tout en ayant déjà un pied dehors. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai attendu. Elle s'est lancée dans ce qui ressemblait à un discours répété. Quelque chose sur le fait de se sentir piégé dans notre routine, d'avoir besoin d'excitation et d'aventure, de vouloir quelqu'un qui prend vraiment des risques dans la vie au lieu de toujours jouer la sécurité. « Tu es trop prudent, Adrien, » dit-elle, comme si c'était un défaut de caractère qu'elle tolérait depuis des années. « Tu calcules toujours les risques, tu planifies tout, tu vérifies les prix avant qu'on aille quelque part. J'ai besoin de quelqu'un qui vit l'instant présent, qui n'a pas peur de simplement faire les choses. Donc, tu as déjà rencontré quelqu'un. » Ce n'était pas une question. Son visage devint rouge. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. C'est à propos de nous, de ce dont j'ai besoin pour être heureuse. C'est ça. C'est pour ça que tu as fait tes valises et que tu es prête à partir un mercredi soir, maquillée et parfaitement coiffée. Je me suis adossé au canapé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Depuis combien de temps est-ce que tu le vois ? Elle hésita, calculant mentalement si mentir aggraverait la situation. 2 mois, finit-elle par admettre. Il s'appelle Léo. C'est un entrepreneur. Il prend des risques, lance des entreprises, il a de vrais rêves. Il me fait me sentir vivante. 2 mois. J'ai posé mon verre d'eau sur la table basse. Alors, récapitulons la chronologie. Tu me trompes depuis 2 mois, tu planifies cette sortie depuis une semaine, et maintenant tu me fais ce discours sur ton besoin de quelqu'un de plus excitant. C'est bien ça ? Ce n'est pas de la tromperie. Nous n'avons rien fait de physique. On a juste parlé, appris à se connaître. J'ai failli en rire. Elodie, tu es impliquée émotionnellement avec un autre homme depuis 2 mois, et tu me quittes pour lui ce soir. La sémantique n'a pas vraiment d'importance à ce stade. Je me suis levé, je suis allé au tiroir de mon bureau, j'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai ouvert sur la table de la salle à manger. Laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai ouvert le tableur que je tenais à jour depuis 1 an, une ventilation détaillée de nos dépenses mensuelles, avec un code couleur par catégorie. Rouge pour ses dépenses, bleu pour les miennes, vert pour les dépenses communes. Le rouge dominait le graphique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, s'approchant malgré elle. « Notre réalité financière. » J'ai tourné l'écran vers elle. « Tes cours de remise en forme de luxe dans cette salle de la Croix-Rousse pour 90 € par mois. Tu y vas 2 fois par semaine depuis 6 mois. Avant ça, c'était le yoga. Et avant ça, c'était ce studio de vélo d'intérieur qui a fermé. » Elle croisa les bras. « L'exercice est important. » Je suis d'accord. La salle de sport de l'immeuble, incluse dans notre loyer, ferait très bien l'affaire.
Mais continuons. J'ai fait défiler la page. Les brunchs du week-end avec tes amis. En moyenne 360 € par mois. Tu y vas 2 fois par mois, tu dépenses environ 45 € à chaque fois en nourriture et boissons. Et bizarrement, ça se transforme toujours en séance de magasinage après, ce qui n'est même pas encore dans cette catégorie. J'ai le droit d'avoir des amis, Adrien. Absolument. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit. Je te montre le coup. J'ai cliqué sur la catégorie suivante. La thérapie par les achats, comme tu l'appelles. 1100 € par mois en moyenne. Certains mois, c'est 720 €, d'autres, 1350. Vêtements, chaussures, accessoires, objets de décoration que nous utilisons une fois puis que nous donnons. Ça n'inclut même pas les achats en ligne, que j'ai suivis séparément. Son visage devenait de plus en plus rouge. Tu suis mes dépenses? Je suis toutes nos dépenses. Ça s'appelle faire un budget. La plupart des adultes le font. J'ai ouvert un autre onglet. Les boîtes par abonnement. 3. 70 € par mois au total. Tu les ouvres, tu regardes le contenu, et la plupart restent dans le placard. Les services de diffusion en continu, nous en avons 5. J'en utilise 2. Tu as insisté pour les 3 autres. Les cafés à emporter, environ 125 € par mois au lieu de faire du café à la maison. Oh mon Dieu, tu as vraiment calculé mon café. Je calcule tout. C'est littéralement mon travail. J'ai affiché une page de résumé. Total des dépenses mensuelles attribuées à tes choix de style de vie, 2000 €. Ça ne comprend pas le loyer partagé, les charges ou les courses. C'est juste tes dépenses discrétionnaires pour des choses dont nous pourrions facilement nous passer ou que nous pourrions avoir pour moins cher. Elle regarda l'écran, puis moi. Tu as fait un tableur pour prouver que je suis dépensière? Non, j'ai fait un tableur parce que je suis un analyste des risques et que je gère notre budget. Mais maintenant que tu pars, j'ai fait les calculs de ce que cela représente pour mon avenir. J'ai ouvert un nouvel onglet montrant des projections. Sans tes habitudes de dépenses, je me retrouve avec 2000 € de revenus disponibles en plus par mois. C'est 24 000 € par an. J'ai cliqué sur le calcul suivant. Notre pénalité de rupture de bail est de 1600 € si je donne mon préavis et que je déménage avant le renouvellement. Donc, pour l'essentiel, ton départ s'autofinance en 3 semaines. Au bout du 2e mois, j'ai plus de 3600 € d'avance. Au bout de 6 mois, j'ai économisé plus que ce que j'économisais en 2 ans de mariage. Elle me regarda, son discours préparé complètement anéanti. Tu as fait un tableur pour savoir combien d'argent tu économiserais en divorçant? J'ai fait un tableur de nos dépenses, que je tiens à jour toute l'année. Le calcul du divorce a pris environ 5 minutes une fois que tu as dit que tu partais. J'ai fermé l'ordinateur portable. Voilà ce qui va se passer. J'appelle notre propriétaire ce soir. Je vais rompre le bail, payer la pénalité, trouver un nouvel endroit. Tu prends ce qui est à toi, je m'occupe du reste. Nous pouvons remplir les papiers lundi. Tu ne vas même pas te battre pour nous? Sa voix se brisa légèrement. J'ai vraiment ri. Pas un rire méchant, juste une surprise sincère. Me battre pour quoi, exactement? Pour quelqu'un qui prévoit de me quitter depuis une semaine et qui voit un autre homme depuis 2 mois. Quelqu'un qui vient de me faire un discours sur le fait que je suis trop ennuyeux pour être aimé? Ce serait assez pathétique et ça prouverait que tu as raison, tu ne crois pas? Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à des supplications. Elle s'attendait à une sorte de discours dramatique sur le fait de tout arranger, d'aller en thérapie de couple, de se battre pour notre mariage. Elle avait probablement répété ses réponses à tous ces scénarios. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était un homme avec un tableur, un plan, et un désintérêt total pour la compétition pour quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Je pensais qu'au moins tu serais contrarié, dit-elle doucement. Je suis contrarié. Je suis contrarié que 4 ans de mariage aient si peu compté que tu aies pu me remplacer en 2 mois. Je suis contrarié que tu aies eu si peu d'estime pour moi que tu aies planifié cette stratégie de sortie comme si tu changeais de travail. Mais surtout, je suis simplement déçu par ton jugement. Léo a tout l'air d'un concentré de signaux d'alarme, et tu vas la prendre à la dure. Tu ne le connais même pas. Je sais que c'est un entrepreneur sans entreprise que je puisse trouver en ligne, qui a eu le temps de courtiser une femme mariée pendant 2 mois,
et qui t'a convaincu que la sécurité financière est ennuyeuse. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle attrapa les poignets de ses valises. Tu vas regretter d'être aussi froid quand tu seras seul. Peut-être, mais j'en doute. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte pour elle. Je t'enverrai un texto quand je connaîtrai la date du déménagement. Tu pourras te coordonner avec moi à ce moment-là pour récupérer tout ce que tu veux d'autre. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna. Pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé un jour. Je sais. Tu m'as aimé jusqu'à ce que quelqu'un de plus excitant se présente. C'est ça le problème, Élodie. Un amour conditionné à un divertissement constant n'est pas vraiment de l'amour. C'est juste une gestion de l'ennui. Elle est partie. J'ai entendu ses talons claquer dans le couloir en direction de l'ascenseur. J'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur qui arrivait. J'ai entendu les portes se fermer, puis le silence. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, je suis retourné au canapé et je me suis assis. L'appartement semblait déjà différent. Plus léger, en quelque sorte, comme si quelqu'un avait appuyé sur ma poitrine pendant des mois et venait soudainement de relâcher la pression. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. Un texto d'Élodie. Je suis chez Léo. Je t'enverrai une liste des choses que je veux de l'appartement. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. Le lendemain matin, jeudi, j'ai pris toute ma journée de congé. J'ai envoyé un courriel à mon patron à 7 heures du matin. Urgence familiale. Je prends un jour personnel. Il a répondu immédiatement. Pas de problème. Prends soin de toi. J'avais un rendez-vous au cabinet Martin et Associés à la Pardieu à 9 heures du matin. Je les avais appelés la veille, juste après le départ d'Élodie, et ils m'avaient trouvé une place dès la première heure. Le cabinet d'avocats occupait le 14e étage d'un immeuble de verre sur le boulevard Vivier-Merle. Hall d'entrée moderne, art abstrait sur les murs, une réceptionniste qui semblait avoir vu passer toutes sortes de désastres personnels par cette porte. Adrien Mitchell, lui ai-je dit. J'ai un rendez-vous à 9 heures avec Jacques Martin. Il sera là dans un instant. Puis-je vous offrir un café ou de l'eau? De l'eau serait parfait. Elle m'a tendu une bouteille d'eau importée, qui coûtait probablement plus cher que le café quotidien d'une grande chaîne qu'Élodie achetait. Je me suis assis dans l'un des fauteuils en cuir et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, un homme d'une cinquantaine d'années est sorti. Costume cher, cheveux argentés parfaitement coiffés. Adrien? Jacques Martin. Entrez. Son bureau avait une vue sur le centre de Lyon. Un bureau immense, des bibliothèques intégrées pleines de textes juridiques, des diplômes de l'université Panthéon-Assas encadrés au mur. Il m'a indiqué une chaise en face de son bureau. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Un divorce. Ma femme m'a quitté hier pour quelqu'un d'autre. Je veux déposer la demande immédiatement. Il a sorti un bloc-notes et a cliqué sur son stylo. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 4 ans. Pas d'enfant. Pas de bien commun à part les meubles et une voiture chacun. Nous avons un compte d'épargne joint avec 11 000 € dessus. Et nous louons un appartement ensemble. Le bail doit être renouvelé dans 5 semaines. A-t-elle exprimé sa volonté de divorcer? Elle a fait ses valises et a emménagé avec son nouveau petit ami hier. Je ne pense pas que j'aurai à la convaincre. Martin a pris des notes. Des entreprises en propriété? Des comptes de retraite? J'ai un plan d'épargne retraite par le travail, avec environ 44 000 € dessus. Il est à mon nom seul. J'y cotise depuis avant notre rencontre. Elle en a un aussi par son travail. Peut-être 13 500. Son emploi en marketing n'a pas des contributions équivalentes aussi bonnes que celles de ma compagnie d'assurance. Nous devrons en parler dans l'accord, mais comme ce sont des comptes séparés et que vous êtes mariés depuis moins de 5 ans, ça devrait être simple. Il a levé les yeux. Des dettes communes? Non. Elle a environ 7 200 € de dettes de carte de crédit à son nom seul. Je n'en ai aucune. Nous partagions les factures communes à parts égales lorsque nous étions ensemble, mais tout a été payé à ce jour. C'est en fait l'un des cas les plus simples que j'ai vus récemment. Pas d'enfants, des biens limités, un mariage court, elle est déjà partie. Il a sorti un formulaire.
La France exige une période de réflexion, mais pour un divorce par consentement mutuel, ça peut aller vite. Je peux faire rédiger les documents en quelques heures. Si vous pouvez revenir cet après-midi vers 14 heures, vous signerez tout. Je déposerai la demande immédiatement et nous la lui ferons signifier au début de la semaine prochaine. Si elle ne conteste rien, vous serez officiellement divorcé d'ici la mi-octobre. Quel est le coût ? 2200 € pour un divorce non contesté de cette simplicité. Cela inclut tous les frais de dépôt, la préparation des documents et la signification des actes. Si elle conteste ou si ça se complique, mon taux horaire est de 350 €, mais je ne m'attends pas à cela. J'ai sorti mon chéquier au compte personnel, celui auquel Elodie ne contribuait jamais parce qu'elle était toujours en train de rattraper les paiements de sa carte de crédit des achats du mois précédent. Je vous fais un chèque maintenant. Il haussa légèrement les sourcils. La plupart des gens avaient probablement besoin de plans de paiement pour un divorce. Ça me va. Je vais demander à mon assistant juridique de préparer les documents. Revenez à 14 heures cet après-midi. Nous passerons tout en revue. Vous signerez, et je déposerai la demande avant la fin de la journée. J'ai rédigé le chèque, je l'ai détaché et je le lui ai remis. 2200 €. Elodie avait dépensé plus que ça pour un week-end à Genève avec ses amis au printemps dernier, en séjournant dans un hôtel de charme et en allant dans 3 restaurants chics différents en 2 jours. Une dernière chose, a dit Martin. Vous avez mentionné qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre. Voulez-vous invoquer une quelconque plainte pour adultère ? La France l'a techniquement encore dans ses lois, bien que cela affecte rarement les résultats. Non. Je veux juste que ce soit fait. Propre, rapide, sans drame. Intelligent. Il s'est levé et m'a tendu la main. À 14 heures. J'ai quitté le bureau et j'ai tué le temps dans un café, en consultant des annonces d'appartements en ligne. À 14 heures précises, j'étais de retour. J'ai signé chaque page que Martin a mise devant moi. Il a déposé les documents par voie électronique pendant que j'attendais. À 14h30, j'étais officiellement en procédure de divorce. Le lendemain, vendredi, j'ai visité 5 appartements. J'ai trouvé un appartement d'une chambre à Confluence, à 12 minutes de mon bureau au lieu de 40. Le loyer était de 1400 € par mois pour un endroit qui était en fait plus agréable que ce pourquoi nous payions 1700 € ensemble, parquet, lave-linge et sèche-linge dans l'appartement, accès à la salle de sport, terrasse sur le toit avec vue sur la ville. J'ai signé le bail immédiatement, payé le premier mois et la caution. Date d'emménagement, le 1er octobre, dans un peu plus de 2 semaines. Samedi, j'ai commencé à faire mes cartons. J'ai fait un inventaire détaillé de tout pour la division des biens. Je lui ai laissé un courriel, ouvert uniquement à des fins légales, car nous devions coordonner la répartition finale des biens. J'ai commandé de nouveaux meubles pour le nouvel appartement simple, masculin, pour moins de 2700 € au total. Les calculs continuaient de s'améliorer. Sans les 600 € par mois d'Elodie pour des cours de remise en forme que je n'utiliserai jamais, les 360 € par mois pour des brunchs avec des amis qui parlaient de l'ennui de leur mari pendant que j'étais là à financer la conversation, et les 1100 € par mois pour des vêtements qu'elle ne porterait qu'une fois, je me retrouvais avec 24 000 € de plus par an. Les frais de divorce semblaient soudain une bonne affaire. Lundi matin, l'huissier a signifié les papiers à Elodie à son travail. Lundi après-midi, elle les avait signés. Aucune hésitation, aucune seconde pensée, aucune demande de modification. Juste sa signature et un commentaire à l'huissier sur le fait que nous étions « matures » à ce sujet. J'ai appelé notre propriétaire mardi matin. Je romps le bail plus tôt. Oui, je paierai la pénalité. Quand puis-je être parti ? La pénalité était de 1600 €. Avec mon nouveau budget, je la récupérerai en moins d'1 mois. Perdre ma femme était littéralement la décision la plus rentable que j'ai prise depuis des années. Je l'ai bloquée systématiquement au cours des jours suivants, téléphone, Instagram, Facebook, LinkedIn, Venmo, et même Snapchat. Non par colère, mais par sens pratique. Quelles que soient les conséquences de ces choix, c'était à elle de les gérer. Je n'étais pas intéressé par les mises à jour, les explications ou les excuses. Le 1er octobre est arrivé. Des déménageurs professionnels que j'avais engagés se sont occupés de tout pour 100 €, chaque centime en valait la peine. Les nouveaux meubles ont été livrés le même jour. Le soir, j'étais déballé et installé dans mon nouvel appartement au 14e étage,
avec des baies vitrées donnant sur la ville. Aucune adresse de réexpédition laissée à l'ancien immeuble. Boîte aux lettres mise à jour avec la nouvelle adresse. Ma nouvelle routine était simple. Lever à 6 heures du matin, café à la maison. 35 € par semaine économisés d'un coup. Un trajet de 12 minutes au lieu de 40 minutes dans les embouteillages pour accommoder la préférence d'Élodie de vivre près du parc. Déjeuner à mon bureau ou essayer de nouveaux endroits près du bureau. À la maison à 17h15. Salle de sport dans l'immeuble. Dîner, lecture, coucher tôt. Pas de drame. Pas de marche sur des œufs. Pas de plainte constante sur mon manque de spontanéité. Le silence était incroyable. Pas de télé-réalité en fond sonore. Pas d'appel téléphonique à sa mère pour discuter de chaque détail de notre relation. Pas de commentaires sur ce que les voisins faisaient de mal. Juste la paix. Le mardi 3 octobre, un numéro inconnu a appelé. J'ai répondu avant de réaliser qu'il n'était pas enregistré dans mes contacts. Adrien, s'il te plaît, ne raccroche pas. La voix d'Élodie. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Mercredi, elle a envoyé un courriel. Objet, pouvons-nous parler? Je l'ai supprimé sans lire au-delà de la première ligne sur son besoin de tourner la page. Jeudi, un autre numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal disant qu'elle était en colère et qu'elle avait besoin d'expliquer ce qui se passait. Je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'au bout. Vendredi, mon collègue Paul a mentionné qu'Élodie était passée à notre immeuble de bureau et avait demandé à la sécurité d'appeler mon étage. La sécurité m'a appelé. Je leur ai dit que j'étais en réunion. Paul avait l'air inquiet. Elle avait l'air vraiment bouleversée, mec. Tout va bien? Tout va bien. Elle est bouleversée par les conséquences, pas par moi. 4 tentatives de contact en 4 jours. Le schéma était prévisible. Les premiers jours après son départ, elle a signé les papiers sans hésitation, probablement euphorique de sa nouvelle vie excitante. Les 2 premières semaines, silence radio pendant qu'elle profitait de l'aventure. 3e semaine, la réalité s'installe. 4e semaine, le désespoir. Pile à l'heure pour quelqu'un qui a pris une décision impulsive et qui commence à en calculer les coûts. Vendredi soir, j'ai croisé Mélissa, l'amie d'Élodie, dans un café près de mon nouvel appartement. Elle a semblé surprise de me voir à Confluence. Tu as déménagé ici? Joli quartier. Oui, j'ai trouvé un endroit ici. Un nouveau départ. Elle avait l'air mal à l'aise. Tu as parlé à Élodie? Non. Le divorce sera finalisé dans environ 1 semaine et demie. Il n'y a rien à dire. Elle a un peu de mal avec la transition. C'est regrettable. Mélissa cligna des yeux. C'est tout? C'est tout ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Nous sommes tous les 2 des adultes. Samedi, j'étais à la salle de sport de l'immeuble quand ma voisine d'en face a engagé la conversation. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait dans le secteur de la technologie. Elle a mentionné qu'elle m'avait vu emménager et m'a demandé si j'aimais l'immeuble. Nous avons parlé de Lyon, du quartier, des commodités de l'immeuble. Une conversation naturelle, facile, sans tension, juste 2 personnes qui sympathisent. Avant de partir, elle a mentionné qu'elle devait accrocher des tableaux mais n'avait pas de mètre-ruban. Je lui ai dit que j'en avais un à lui prêter et de passer quand elle voulait. Lundi, mon ami d'université Thomas a appelé de Genève. Et, question bizarre. Est-ce qu'Élodie et toi vous êtes séparés? Oui, il y a quelques semaines. Comment l'as-tu appris? Elle a demandé à me suivre sur Instagram. On ne s'est jamais suivi. J'ai trouvé ça bizarre. Elle cherche des informations. Je l'ai bloquée partout. Tu veux que je refuse? Fais ce que tu veux. Ne lui dis rien sur moi, c'est tout. Mardi, Paul a mentionné qu'il avait vu Élodie dans un bar du centre-ville. Elle était avec un type, mais mec, elle avait l'air mal en point. Pas elle-même. D'habitude, elle est super apprêtée. Définir mal en point. Fatiguée, stressée. Et le type avec qui elle était avait l'air un peu louche. Frimeur, mais il en faisait trop, parlait fort de crypto-monnaie,
payait des verres qu'il ne semblait pas pouvoir se permettre. C'est Léo, le type pour qui elle m'a quitté. Le visage de Paul changea. Oh, mec. Oui, il dégageait cette impression. Moins d'un mois, et elle avait déjà l'air mal en point. Le type que Paul a décrit était exactement ce que j'imaginais. Tout dans l'apparence, rien dans le fond. Élodie avait échangé un revenu stable et la sécurité financière contre quelqu'un qui payait des verres pour impressionner des inconnus et parlait de combines de crypto-monnaies. Les calculs ne tournaient plus en sa faveur. Le 14 octobre, vendredi après-midi, mon avocat a envoyé un courriel. Divorce finalisé par le tribunal à 15h47. 4 ans de mariage, 30 jours pour y mettre fin. L'affaire entière a coûté moins cher que ce qu'Élodie avait dépensé pour ce week-end à Genève. Ce soir-là, je me suis offert un dîner à l'Est, un bon restaurant à viande à Confluence. Je me suis assis au bar, j'ai commandé une entrecôte et un bourbon, j'ai regardé les séries éliminatoires de baseball à la télévision, j'ai laissé un bon pourboire et je suis rentré chez moi le cœur léger. Pas de célébration, pas de drame, juste une satisfaction tranquille. La semaine suivante, les tentatives de contact se sont intensifiées. Lundi, 3 numéros inconnus ont appelé. Je n'ai répondu à aucun. Mardi, un autre courriel d'Élodie. Objet, s'il te plaît. Le corps commençait par « Je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne mérite pas de réponse, mais j'ai vraiment besoin de te parler. » J'ai répondu par 5 mots, c'est comme ça que les regrets commencent. Puis j'ai marqué son courriel comme indésirable. Mercredi, elle s'est présentée à mon immeuble de bureau et m'a attrapé dans le hall avant que la sécurité ne puisse intervenir. Adrien, s'il te plaît. J'ai juste besoin de parler. J'ai continué à marcher vers l'ascenseur. Je n'ai rien à te dire. Nous sommes divorcés. Tu as fait ton choix. Arrête de me contacter. Tu ne comprends pas, Léo, je me fiche de Léo. Je me fiche de ta situation. Tu voulais de l'excitant, tu as eu de l'excitant. Maintenant, laisse-moi retourner au travail. J'ai averti la sécurité de l'immeuble de ne plus lui permettre l'accès. Jeudi, Thomas a textoté. Élodie m'a envoyé un message sur Instagram pour demander ton adresse. Je lui ai dit que je ne l'avais pas. Vendredi, Mélissa a appelé ma ligne professionnelle. J'ai envisagé d'ignorer, mais j'ai répondu. Adrien, je sais que tu ne veux pas avoir de nouvelles d'Élodie, mais elle a de vrais problèmes. Quel genre de problèmes? Des problèmes financiers. Ce type avec qui elle était. Il l'a pratiquement escroqué. Il a pris de l'argent, a disparu. Et tu m'appelles parce qu'elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut pas payer son loyer. Stop. Laisse-moi être clair. Élodie m'a quitté pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Elle a signé les papiers du divorce en quelques jours sans la moindre hésitation. Elle a fait des choix d'adulte, et maintenant elle fait face à des conséquences d'adulte. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est froid, Adrien. Non, ça s'appelle des limites. Je ne suis pas responsable de la résolution des problèmes qu'elle a créés. Au revoir, Mélissa. Le schéma était classique. Décision impulsive prise dans l'excitation. La réalité frappe quand l'excitation s'estompe. Le désespoir s'installe quand les conséquences arrivent. Puis, on s'attend à ce que la personne responsable nettoie les dégâts. Ça n'arrivera pas. Samedi, Paul a textoté. Mec, j'ai entendu un truc sur ton ex. Tu veux savoir ou pas? Ça dépend. C'est vraiment pertinent ou juste des potins? Peut-être pertinent. Tu te souviens du type avec qui je l'ai vu au bar? Il s'avère qu'il a monté cette arnaque avec plusieurs femmes. L'ami de ma copine travaille avec quelqu'un qui est sorti avec lui aussi. Exactement le même schéma. Il prétend être un entrepreneur, demande de l'argent pour un investissement, puis disparaît. Apparemment, il y a tout un groupe de femmes qui comparent leurs notes. Combien de femmes? Au moins 5 à leur connaissance. Peut-être plus. J'ai cherché, Léo Brox, sur les réseaux sociaux. Compte Instagram supprimé. Page Facebook disparue. Profil LinkedIn manquant. Le schéma du parfait escroc professionnel. Créer un personnage séduisant, cibler des femmes avec de l'argent,
extraire des fonds sous prétexte d'une opportunité d'investissement, disparaître, et recommencer. Élodie ne m'avait pas seulement échangé contre de l'excitation. Elle avait échangé la stabilité contre un prédateur. Dimanche soir, Claire a frappé à ma porte pour rendre le mètre ruban qu'elle avait emprunté. Nous avons discuté brièvement. Et, question au hasard, a-t-elle dit. Ça te dit d'essayer cette nouvelle pizzeria qui a ouvert? Je voulais l'essayer mais je déteste manger seul. Bien sûr. Quand? Ce soir? Vers 19h? Oui, ça me va. Nous sommes allés à la pizzeria sur l'avenue Jean Jaurès. Dîner décontracté et amical. Nous avons parlé de travail, de Lyon, de la vie en général. Claire a mentionné que son divorce l'année dernière avait été difficile mais nécessaire. J'ai mentionné que le mien venait d'être finalisé. Pas de pression, pas d'attente, juste deux personnes qui apprécient un dîner. Nous avons partagé l'addition et sommes rentrés ensemble à l'immeuble. Merci d'être venu. C'était sympa, dit-elle. Oui, c'était le cas. Faisons ça à nouveau un de ces jours. La différence était remarquable. Avec Élodie, chaque dîner était une performance. Où aller, quoi commander, comment ça rendait sur Instagram. Avec Claire, c'était juste simple, comme parler à quelqu'un qui n'avait pas besoin que je sois autre chose que moi-même. Mercredi, 25 octobre. Je suis rentré du travail vers 18h. Élodie était assise dans le hall de l'immeuble. Elle attendait de toute évidence, parlant à Thierry, le concierge, qui avait l'air mal à l'aise. Je suis entré, je l'ai vu, et j'ai envisagé de repartir, mais j'ai décidé de gérer ça directement. C'est bon, Thierry. Je vais lui parler 5 minutes. Dehors. Nous sommes sortis devant l'entrée de l'immeuble. Élodie avait une mine affreuse par rapport à un mois plus tôt. Cheveux non coiffés, maquillage minimal, vêtements d'une grande chaîne de distribution au lieu de boutique de luxe. Elle avait perdu du poids, le genre causé par le stress, pas le genre sain. Des cernes sous les yeux. Merci de me parler. Je sais que tu ne veux pas. Tu as 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'aide. Léo a tout pris. Mes économies, l'argent que j'ai emprunté à mes parents, même l'argent que j'ai mis sur des cartes de crédit. Il a dit que c'était pour un investissement dans son entreprise. Et laisse-moi deviner, l'entreprise n'a jamais existé. Ses réseaux sociaux ont disparu. Son numéro de téléphone ne fonctionne plus. Je ne peux le trouver nulle part. Adrien, je n'ai rien. Je ne peux pas payer mon loyer. Mes cartes de crédit sont au maximum. Je ne sais pas quoi faire. Dépose une plainte pour escroquerie à la police. Je l'ai fait. Ils ont dit que c'est une affaire civile parce que je lui ai donné l'argent volontairement. Alors engage un avocat et poursuis-le. Avec quel argent? Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais nous avons été mariés pendant 4 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça comptait pour quelque chose. Jusqu'au moment où tu as fait tes valises et m'as dit que j'étais trop prudent pour ta nouvelle vie excitante. Puis tu as signé les papiers du divorce en quelques jours sans hésitation. Qu'est-ce que tu penses que je te dois, exactement? Je ne te demande pas de me reprendre. Je demande juste de l'aide pour me remettre sur pied. Peut-être un prêt. Je te rembourserai. Non. Adrien, s'il te plaît. Non. Tu as fait un choix. Tu as choisi l'excitation plutôt que la stabilité. Tu as choisi un escroc plutôt que quelqu'un qui ne t'aurait jamais laissé subir ça. Tu as choisi le drame plutôt que la sécurité. C'était tes choix. Les conséquences sont aussi les tiennes. Tu ne peux pas me tourner le dos comme ça. Je ne te tourne pas le dos. Je maintiens la limite que tu as créée en partant. Tu voulais sortir, tu es sorti. Ça veut dire que je ne te sauve plus. Elle s'est mise à pleurer. Thierry est sorti. Tout va bien, monsieur Mitchell? Oui. Merci, Thierry. Madame Anderson était sur le point de partir. C'est toujours Mitchell. Nous étions mariés. Nous étions passés. Et de toute façon,
tu voudras bientôt reprendre le nom d'Anderson. C'est plus facile de reconstruire son crédit sous son nom de jeune fille. Elle me regarda, choquée par ce conseil pratique au milieu de ce tumulte émotionnel. Je rentre maintenant. Ne reviens pas ici. Si tu le fais, je demanderai une ordonnance restrictive. Pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que le harcèlement est illégal, et j'en ai fini avec cette conversation. Je suis rentré. À travers la fenêtre du hall, je l'ai regardé s'éloigner finalement. Thierry l'a ajouté à la liste des personnes non autorisées. Je suis monté à mon appartement, je me suis versé un verre et j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise. Elle s'attendait à de la sympathie, peut-être même à ce que je cède et lui offre de l'aide. Ce qu'elle a eu, c'est exactement ce qu'elle avait demandé en partant, une rupture nette. Elle n'aimait simplement pas à quoi ressemblait une rupture nette quand elle était du mauvais côté. Le lendemain matin à 7h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Est-ce que je parle à Adrien Mitchell? Qui est à l'appareil? Ici l'inspectrice Sarah Dubois du service de police de Lyon. J'appelle au sujet d'un rapport déposé par Elodie Anderson concernant Léo Brox. Je suis divorcé d'Elodie. Cela ne me concerne pas. Je comprends. Mais Madame Anderson a indiqué que vous pourriez avoir des informations pertinentes pour notre enquête. Quelle enquête? Elle m'a dit hier que la police avait dit que c'était une affaire civile. C'était des agents de patrouille. Nous avons depuis appris que Monsieur Brox est suspect dans plusieurs affaires d'escroquerie. Votre ex-femme est l'une des 7 femmes qui ont porté plainte au cours des 6 derniers mois. 7 femmes. 7 personnes escroquées exactement comme Elodie. Même des informations sur la chronologie et ce que vous saviez pourraient être utiles. Seriez-vous disposé à venir faire une déposition? J'y ai réfléchi. C'était la complication que je ne voulais pas, être ramené dans les drames d'Elodie par une affaire judiciaire. La décision intelligente était de rester complètement à l'écart. Mais cette femme. Si j'avais été escroqué, je voudrais que les gens coopèrent avec la police. Quelles sont les chances que vous l'attrapiez vraiment? Entre vous et moi? Assez bonne. Il est négligent. Il a laissé une piste. Mais nous avons besoin des dépositions des victimes pour monter le dossier. Est-ce que ça va m'entraîner dans des audiences au tribunal et des dépositions? Possiblement, si ça va au procès, mais vous ne seriez qu'un témoin concernant la chronologie. Je vais y réfléchir. Donnez-moi votre numéro. Je l'ai rappelé à midi. Je ferai une déposition, mais je le fais pour votre enquête, pas pour Elodie. Gardez-nous séparés. Je ne veux pas me coordonner avec elle ni la voir au poste. Compris. Pouvez-vous venir demain à 14h? Vendredi, 27 octobre. Je suis arrivé au bâtiment du département du Rhône à 14h. J'ai apporté mes relevés téléphoniques et la chronologie des dates de départ d'Elodie. L'inspectrice Dubois m'a interrogé dans une salle privée. Je lui ai tout dit, quand Elodie est partie, ce qu'elle a dit sur Léo, que je ne l'avais jamais rencontré personnellement, les habitudes de dépenses d'Elodie que j'avais remarquées, mon inquiétude quant à son irresponsabilité financière, la rapidité de sa décision de partir, et ses tentatives désespérées de me contacter après la confrontation de mercredi où elle a révélé l'arnaque. Est-ce que Madame Anderson a déjà mentionné des montants spécifiques que Monsieur Brox a demandé? Il y a 2 nuits, elle a dit ses économies, l'argent de ses parents et des avances de fonds sur carte de crédit. Je ne connais pas les chiffres exacts. Quand nous nous sommes séparés, notre épargne commune était de 11 000 €, et nous l'avons partagée équitablement. Elle est donc partie avec 5 500 € plus ce qu'il y avait sur son compte personnel. C'est utile. Une dernière question. Éprouvez-vous une quelconque rancœur envers Madame Anderson? Non. J'éprouve de la déception qu'une personne avec qui j'étais marié ait fait preuve d'un si mauvais jugement, mais je ne lui veux aucun mal. Je ne veux simplement pas être impliqué dans ses problèmes. C'est juste. Vous pourriez être appelé si cela va au procès. Après la déposition, j'ai quitté le poste de police, me sentant étrange d'aider Elodie indirectement. Mais il ne s'agissait pas d'Elodie. Il s'agissait d'arrêter quelqu'un qui avait fait ça à cette autre personne et qui continuerait à le faire à d'autres. Ce soir-là, Claire a textoté. Et, ça te dit d'aller boire un verre ce soir? Je fête ça. J'ai eu une promotion. Nous sommes allés au Florian dans le quartier des Brotteaux,
un bar à cocktail haut de gamme. Nous nous sommes habillés plus chic cette fois. La conversation était fluide. Claire a parlé de sa promotion au poste de développeuse senior. J'ai mentionné ma semaine bizarre à aider la police mais sans entrer dans les détails sur Elodie. Claire a respecté cette limite. Nous sommes restés jusqu'à 23 heures, sommes rentrés vers notre immeuble et nous sommes arrêtés devant l'entrée. J'apprécie vraiment d'apprendre à te connaître, a-t-elle dit. Pareillement. C'est simple. J'aime ça. La simplicité est sous-estimée. Il s'avère qu'être trop prudent aussi. Elle a ri. Trop prudent? Qui t'a appelé comme ça? Mon ex-femme, juste avant de me quitter pour quelqu'un d'excitant et qui s'est avéré être un escroc. Eh bien, je préfère la sécurité à l'excitation n'importe quel jour. La sécurité signifie quelqu'un qui est présent, qui tient ses promesses et qui ne crée pas de drame inutile. C'est exactement ce que ça veut dire. Nous nous sommes embrassés pour nous dire bonne nuit. Simple, parfait. La différence entre Elodie et Claire était le jour et la nuit. Elodie voulait des feux d'artifice et du chaos. Claire voulait de la constance et un partenariat. Elodie pensait que l'ennui signifiait un manque. Claire pensait que l'ennui signifiait la stabilité. J'avais passé 4 ans avec quelqu'un qui ne pouvait pas voir ma valeur. Je n'allais pas refaire cette erreur. Environ 2 semaines plus tard, le 8 novembre, l'inspectrice Dubois a appelé. Adrien, ici l'inspectrice Dubois. Je voulais vous donner des nouvelles. Nous avons arrêté Léo Brox ce matin. C'était rapide. Comme je l'ai dit, il était négligent. Il a laissé une trace numérique d'1 kilomètre de long. Il a monté cette arnaque dans 3 États. Nous envisageons des accusations pour escroquerie, vol d'identité et vol par tromperie. Bien. J'espère que ça tiendra. Le procureur veut que les 7 victimes envisagent de témoigner. Je leur ai dit que je demanderais si Anderson vous contactait pour avoir votre avis, que diriez-vous? Pourquoi me contacterait-elle? Parce que d'après sa deuxième interview, vous êtes la seule personne en qui elle a confiance pour lui donner des conseils honnêtes et sans jugement. J'ai fait une pause. C'est ironique. Je le pense aussi. Mais elle a spécifiquement dit, Adrien m'a toujours dit la vérité, même quand je ne voulais pas l'entendre. Si elle demande, ce dont je doute, je lui dirai de témoigner. Pas pour tourner la page ou par vengeance, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour l'empêcher de recommencer. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une vraie lettre physique, postée à mon adresse d'Elodie Anderson. Elle avait déjà repris son nom. Pas d'adresse de retour. J'ai envisagé de la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. Elle n'attendait ni pardon ni réponse. Elle comprenait pourquoi j'avais coupé le contact. Elle allait témoigner contre Léo. L'inspectrice Dubois lui avait dit que j'avais fait une déposition et que c'était moi qui lui avais fait réaliser qu'elle devait coopérer. Elle avait emménagé de nouveau chez ses parents à Annecy, à 1 heure de Lyon. Elle suivait une thérapie pour gérer ses décisions impulsives. Elle ne demandait rien. Elle voulait juste que je sache que mon message, c'est comme ça que les regrets commencent, avait été l'électrochoc dont elle avait besoin. Elle comprenait enfin ce que je voulais dire par être trop prudent. Ça signifiait être assez intelligent pour ne pas parier sa vie sur des inconnus. Elle était désolée pour tout. Elle espérait que j'étais heureux. La dernière ligne, tu méritais mieux que moi. J'espère que tu l'as trouvée. J'ai lu la lettre 2 fois. Une partie de moi voulait se sentir vengée, la partie, je te l'avais bien dit, mais surtout je me sentais juste triste pour elle. Pas assez triste pour répondre ou reprendre contact, juste triste qu'il ait fallu qu'elle perde tout pour comprendre ce qu'elle avait eu. Au moment où l'on apprend la valeur de la stabilité, on l'a généralement déjà détruite. J'ai classé la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le 1er décembre, vendredi soir. Claire préparait le dîner chez moi. Nous sortions ensemble depuis 6 semaines maintenant, à l'aise l'un avec l'autre, un partenariat facile se développant. Pendant le dîner, elle a demandé, puis-je te poser une question sur ton ex? Bien sûr. Penses-tu que tu lui pardonneras un jour? J'ai réfléchi. Je ne pense pas que le pardon soit le bon cadre. Je ne suis pas en colère contre elle. Je n'ai juste pas de place dans ma vie pour les gens qui prennent des décisions aussi négligemment.
ce n'est pas une méchante, c'est juste quelqu'un qui a appris une leçon coûteuse. C'est une façon mature de voir les choses. Mature, ou juste fatiguée de porter les drames des autres? Peut-être les deux. Nous avons parlé des fêtes qui approchaient. La famille de Claire était à Lyon, la mienne était à Marseille. Nous avons fait des plans pour célébrer le nouvel an ensemble. Il y a 3 mois, j'étais marié à quelqu'un qui pensait que j'étais trop ennuyeux pour être aimé. Maintenant, je sortais avec quelqu'un qui appréciait exactement qui j'étais. Il y a 3 mois, je payais pour le style de vie impulsif de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'avais des économies qui grossissaient et un avenir que je construisais pour moi-même. Le 15 décembre, j'ai reçu un courriel de l'inspectrice du bois. Léo Brox avait plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation d'escroquerie. La sentence était fixée à février. Le témoignage d'Élodie faisait partie du dossier de preuve. Affaire classée. J'ai transféré le courriel à l'ancienne adresse électronique d'Élodie. Objet, pour information, c'est fini. Cor, je pensais que tu voudrais savoir. J'espère que tu vas bien. Ah, je n'attendais pas de réponse. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, Claire est restée dormir. Une habitude maintenant. Nous avons regardé un film sur mon canapé, commandé de la nourriture thaïlandaise, parlé de nos plans pour le nouvel an et nous nous sommes endormis ensemble. Élodie avait voulu de l'excitation. Elle l'a eue, mais pas celle à laquelle elle s'attendait. La véritable ironie, c'est qu'elle m'avait qualifié de « trop prudent ». Mais là, prudence, était exactement ce dont elle avait besoin et qu'elle ne pouvait pas voir. Au moment où elle l'a compris, j'étais passé à quelqu'un qui appréciait la sécurité, la stabilité et le partenariat. Quelqu'un qui comprenait que « ennuyeux » n'était pas une insulte. C'était une fondation. Et c'est sur des fondations que l'on construit sa vie. Le tournant inattendu n'était pas qu'Élodie se soit effondrée. C'était prévisible. Le tournant inattendu, c'est que son effondrement n'avait rien à voir avec mon ascension. Je n'ai pas réussi parce qu'elle a échoué. J'ai réussi parce que j'ai choisi de réussir sans elle.